ravie que vous soyez là pour notre première conférence de notre cycle éditorial 2023, donc des Maisons Boson. Donc avant de commencer l'échange avec Claire et Jasmine, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce lieu et de qui nous sommes, pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent peut-être pas. Donc nous sommes un cabinet de conseil en transformation de Boson Project qui accompagne les organisations dans leur phase de transition avec une conviction très forte, l'importance de l'humain comme levier de transformation. Donc on est fort de 10 ans d'expérience et on accompagne les organisations de différentes manières. Donc de par notre observatoire qui va mener des enquêtes et des études pour décrypter les tendances lourdes de notre époque, de par du conseil en transformation des organisations, de par du conseil spatial aussi, donc tout ce qui est aménagement des espaces de travail pour optimiser l'aménagement des entreprises, de par des masterclass, des conférences pour outiller les managers face au changement, et enfin avec les maisons Boson. Donc nous sommes... Bonsoir. Bonsoir. N'hésitez pas à vous mettre au premier rang. Oui, vous avez des places au premier rang si jamais. Il y a une remise. Bienvenue. Merci. Donc nous sommes ici dans notre maison Belleville qui a ouvert ses portes en 2019. Donc, qui avait d'abord pour objectif initial d'incarner la philosophie Boson, et aujourd'hui on se positionne en tant qu'expert en construction de séminaires et ateliers collectifs. Donc si je dois vous résumer les maisons Boson tout simplement, donc c'est une expertise forte de 10 ans d'existence en accompagnement et en transformation, un lieu conçu pour favoriser l'intelligence collective, des experts pour inspirer et faire prendre de la hauteur les managers, et une communauté, donc vous, que vous nous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, vous êtes ici présents pour participer à nos conférences, et c'est le plus important. Ce soir, on a voulu débuter notre cycle de conférences sur le thème de l'intergénérationnel. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et on est en compagnie donc de Jasmine Manet, directrice générale de l'ONG Youth Forever, juste ici, et Bonjour. Claire Pétro, fondatrice du média Les Pépites Vertes. Donc, du haut de leurs 25 ans, elles incarnent parfaitement donc, cette jeunesse. Donc, elles sont à la fois actrices et observatrices. Et donc, nous avons voulu animer ce débat avec elles ce soir. Donc, nous allons pouvoir commencer sans plus attendre. Merci pour l'invitation. Déjà, merci à toutes et tous d'être présents. Je me présente, je m'appelle Claire, je suis originaire du Maine-et-Loire. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce beau département. Je suis arrivée à Paris il y a 10 ans. Je suis passée de mon petit village à Paris pour rentrer à Sciences Po. Donc, c'était un peu un premier, pour moi, immersion assez intense dans la vie d'adulte. Et du coup, au fur et à mesure de mes études à Sciences Po, je me suis dit, j'ai de la chance de faire ces belles études. Qu'est-ce que j'en fais ? Et comment est-ce que j'utilise ce nouveau réseau que j'ai de professeurs, de copains de promo, etc. pour participer à la construction d'un monde plus durable. Et donc, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai toujours eu à cœur de travailler dans le secteur de la transition écologique. Pour moi, c'est vraiment un déclic. J'ai travaillé à la ruche qui dit oui, donc connecter les agriculteurs et les consommateurs. Et quand on rentre par l'alimentation, forcément, c'est tellement de choses. C'est la santé, c'est l'économie locale et c'est évidemment l'impact sur le vivant. Donc à la suite de ça, j'ai travaillé à Cocycler, donc valoriser les biodéchets en compost. Et puis enfin, j'ai eu la chance de rejoindre Change Now, qui est un grand événement mondial des solutions pour la planète, où j'ai coordonné la communication pendant 3 ans. Et en fait, beaucoup de jeunes m'écrivaient et me disaient « Trop chouette ces expériences, tu as l'air de choisir la voie de la start-up. Est-ce que c'est la meilleure voie? Est-ce qu'il faudrait plutôt aller dans un grand groupe? Est-ce qu'il faudrait plutôt aller dans les institutions publiques ?» Et moi, j'étais là, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est bien que tu te poses les questions. Et c'est vraiment ce point de départ, de questionnement d'une jeunesse qui se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de mon travail? Dans quelle mesure est-ce que ça va s'aligner à mes valeurs ?» que j'ai eu envie de lancer un média à l'origine qui s'appelle donc Les Pépites Vertes, pour présenter différentes opportunités de métiers de la transition écologique en donnant la parole à des jeunes pour que d'autres jeunes réussissent à se projeter de manière très facile et identifiable dans les carrières. Donc voilà, aujourd'hui les Pépites Vertes, c'est d'abord un média et en parallèle un programme d'accompagnement des talents dans lequel on va justement, c'est ultra intéressant ce que tu disais, ton idée de vouloir fédérer. On va fédérer les jeunes talents de la transition écologique qui s'inscrivent à notre programme et nous aussi les former sur des soft skills comme comment mieux parler à mon manager, comment faire du networking, comment mieux raconter mes messages pour avoir plus de chances de réussir ma négo.
sur les sujets d'engagement. Donc voilà, et puis pour terminer, donc nous on est une entreprise à impact. Moi j'aime bien le dire, c'est ok d'être une entreprise et de faire le bien, c'est même conseillé. Et on est une petite équipe de 4 personnes et il y a 200 personnes, 200 jeunes qui sont passés dans notre programme Talent aujourd'hui. Donc voilà, je suis là avec ma casquette Pépite Verte, CEO, et c'est toujours un bonheur de pouvoir prendre la parole aux côtés de Jasmine parce qu'on a une mission, une vision qui se rejoint, mais 2 moyens d'action différents et j'espère qu'on arrivera du coup à être complémentaires et à répondre à certaines de vos questions. Alors, pour ma part, donc Jasmine, j'ai 26 ans. Moi, j'ai grandi à Paris et mes parents ont tout fait pour que j'ai le choix. C'était un peu leur leitmotiv. Donc, j'ai suivi mes petits rails. J'ai fini à HEC avec de la chance et beaucoup de travail. Et là, j'ai commencé, une fois que j'avais le choix, en fait, je fais quoi de tout ça? Un peu les mêmes questions que Claire, mais vraiment, moi, c'était la porte d'entrée, elle était RH, de pourquoi on travaille et où est-ce qu'on travaille et comment. Et j'étais beaucoup en opposition à mes parents qui sont tous les deux de grands groupes. Un peu, pour moi, c'était non le grand groupe, pour tous les clichés que je pensais à l'époque. Et vive la start-up, enfin, c'était un petit peu ça l'idée, vive l'entrepreneuriat particulièrement. Un peu suivant ces intuitions, j'ai mes premières expériences professionnelles étaient en start-up, en fonds d'investissement de start-up, et puis j'ai fait ensuite une spécialisation en entrepreneuriat pendant ma dernière année, et puis c'était en 2020, donc le timing n'était pas top, et donc j'ai diplômé confiné, et puis avec cette question toujours de pourquoi, et la pandémie basculait tout, et à ce moment-là, je montais aussi en puissance sur ma compréhension du sujet environnemental et de la crise et des crises qu'on vit depuis. Et donc, ma première réponse à ça, elle était pareil, assez égoïste, j'ai besoin de me projeter dans cette vie active qui me paraît être une étape très, très importante. Je sais pas où donner de la tête, donc je vais aller parler à des professionnels qui vont me raconter leur choix et leur parcours, et je vais m'identifier à eux. Donc, c'était vraiment la même démarche. Donc, j'ai créé un média quand j'étais étudiante qui s'appelle Vocation. Si vous voulez écouter ma voix pendant encore plein d'heures, il y a plus de centaines de podcasts sur les plateformes audio, sur plein de sujets différents. Mais le point de base, c'était les fiches métiers audio, grosso modo. Et puis, c'est devenu une réflexion beaucoup plus globale sur le travail, que j'ai mélangé avec une activité de freelance pour gagner ma vie. J'ai travaillé sur la santé mentale, sur le cancer, mais sur le travail et plus globalement, sur la marque employeur et la communication aussi, jusqu'à rencontrer donc la personne qui a à la fois fondé les Bosons et avec qui on a fondé Youth Forever, Emmanuel Duez, avec qui les planètes se sont alignées. On a décidé de lancer une association. Donc on était là fin 2021. On observait l'impact de la pandémie sur ceux qui entraient dans la vie active, que je reconnaissais personnellement sans du tout avoir la prétention de représenter ma génération. Et donc on s'est posé la question de comment on peut dépasser le stade du conseil pour adresser ce sujet de manière beaucoup plus systémique, en amont du conseil, et adresser un écosystème d'employeurs qu'on doit mobiliser pour pas finir dans une génération sacrifiée, qui étaient les mots de l'époque. Et ensuite, on a vraiment construit donc un projet entrepreneurial que je dirige aujourd'hui, qui est une association pour le coup, pour justement faire l'inverse de l'entreprise, c'est un parti pris, qui a vraiment pour mission de prendre soin, de mettre en capacité et de faire monter en puissance pour transformer l'essai dans les organisations, la jeunesse. Mes interlocuteurs sont beaucoup plus les directions ressources humaines, les directions communication, les dirigeants, parfois dirigeantes, et avec qui on travaille sur des études. Donc d'abord décrypter le sujet, comprendre ce qui se passe. Et la première étude qu'on a faite était sur l'intergénérationnel, précisément pour pas tomber dans une sorte de jeunisme, les jeunes vont changer le monde et les jeunes sont super, les jeunes sont différents, etc., qui est pas du tout l'objectif, on va y revenir. Depuis, on a travaillé sur plein d'autres sujets, que ce soit les parcours collaborateurs, les contrats de travail, la gouvernance, le pouvoir en entreprise, donc plein de sujets qu'on pourra creuser ensemble. Et puis, on fait beaucoup d'événements, beaucoup de porte-parole, notamment en entreprise. Et puis, on essaye d'aller un peu plus loin en créant des outils qui vont permettre de passer de la pensée à l'action. Mais c'est pas l'objectif de tout vous expliquer ici. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Donc, très contente d'être là, avec Claire aussi, que j'ai la joie de croiser depuis un moment. Et puis, ravie de passer ce moment avec vous. Ok, merci, parfait. Donc, vous avez toutes les deux choisi d'étudier la jeunesse à travers le prisme du monde du travail. Et donc, je voulais savoir comment vous le faites respectivement et pourquoi vous avez choisi d'étudier justement sous cet angle-là.
En fait, le rapport au travail, et c'est intéressant que nos 2 points d'entrée soient liés au Covid et au confinement. Je pense quand même que ça a bouleversé, pour les personnes en tout cas qui ont été confinées et pour les autres qui ne l'étaient pas, le rapport et le sens du travail. Donc, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ce que je ressens sur la communauté que je représente, et je vais faire le même point que toi, on ne représente pas les jeunes, on représente vraiment les communautés qui s'identifient à nos projets. Mais quand vous nous expliquez que dans les conducteurs, conductrices de chantier, il y a peut-être ce type de personnalité et d'autres types de personnalités qui vont être plus opérateurs. Enfin, vraiment, c'est important de toujours distancer le fait qu'il n'y a pas la jeunesse aujourd'hui et il y a les jeunesses. Ceci dit, donc la jeunesse en général et les talents en général quand même se posent la question du sens au travail. Et nous, on a recensé deux types d'approches, la quête d'impact d'une part et la quête de sens. Et j'aimerais bien juste préciser le fait que la quête d'impact est selon nous assez a beaucoup de limites parce que aujourd'hui les jeunes se sentent surresponsables, les jeunes éco-anxieux encore une fois, ou les personnes éco-anxieuses se sentent surresponsables de la fin du monde. Normal, quand on apprend ce qui se passe, on a envie de s'engager. Ceci dit, on est du coup dans une quête d'optimisation du sens de sa vie, à se demander qu'est-ce que je dois faire, si j'achète ça, c'est combien d'impact carbone, etc., etc. Et on réalise que c'est un peu contre-productif par rapport à une quête de sens où on va plus, comme tu le disais, t'as dit le mot égoïste, mais c'est pas égoïste, c'est-à-dire qu'on peut pas prendre soin du monde si on prend pas soin de soi. Et donc c'est de cette manière-là que nous on essaye d'accompagner les jeunes à leur dire oui, c'était catastrophique. Ceci dit, la route est longue. Donc n'hésitons pas à penser la résilience de nos chemins d'engagement maintenant, parce que sinon en fait on verra pas la fin de la course, quoi. C'est un marathon. Ne le faisons pas en sprint. Et donc c'est comme ça qu'on décide d'adresser le sujet du travail, parce que c'est devenu central maintenant de se dire que son travail, déjà c'est la première chose qu'on se demande, hein. Qu'est-ce que tu fais? C'est la première chose qu'on a demandé, vous faites quoi dans la vie? Bon, ça prend beaucoup de place. Parfois c'est des métiers passion, parfois c'est des métiers pas passion, mais en tout cas on a ce rapport au travail qui se questionne aujourd'hui. Et peut-être c'était ta question d'après où j'anticipe, mais c'était pas le cas, je pense, le rapport au travail n'était pas le même il y a 20 ans. Et donc c'est comme ça qu'on sent que nous on a besoin d'aller les mains dans le cambouis parler du travail. Et en parallèle, je veux dire une dernière chose. Tout à l'heure, tu as dit grâce à de la chance et beaucoup de travail, ou je sais plus comment tu as dit ça, aussi on aime bosser. Enfin, moi, j'aime bosser. Et c'est chouette aussi de pouvoir s'entourer de personnes qui aiment travailler pour avoir un impact, et pour qui le mot boulot n'est pas un gros mot. Et donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi cet angle de l'emploi, parce que je crois que ça doit nous amener à nous autoriser à nous projeter dans des projets de vie qui nous rémunèrent. Et donc, j'aimerais juste terminer sur ce concept de l'ikigai qui, moi, m'a beaucoup aidé à avancer, à savoir où est-ce que je suis forte, qu'est-ce que j'aime faire, de quoi le monde a-t-il besoin et est-ce que je pourrais être payée pour ça, s'il vous plaît, parce que j'ai un loyer à payer. Et donc, voilà, nous, on essaye d'accompagner. Évidemment, c'est nécessaire le travail des associations, du bénévolat et des jeunes qui s'engagent bénévolement. Ceci dit, il est important d'adresser frontalement le sujet des modèles économiques de l'engagement. Et donc, à notre manière, on l'adresse. Et pour répondre très concrètement sur le comment, donc à la fois grâce à un média qui va dire, en fait, ce que là, je suis en train de vous dire à l'oral sur les réseaux sociaux, sur le média digital, mais aussi dans ce programme talent, donc où on accompagne de manière inter-entreprise. Cette année, 125 personnes dans le programme. Aussi bien Alexandra, qui est la directrice RSE de la marque Yves Rocher, que Quentin, qui travaille à l'ADEME de Normandie, Maxime, qui travaille à la mairie de Bagneux sur l'économie circulaire, ou Léane, qui travaille à l'Office français de la biodiversité. Le but, c'est de montrer la puissance du réseau ensemble, et que partagent ces jeunes, c'est que leur boulot a dans le plan de charge pour mission d'accélérer la transfo. Donc nous, on a pour mission de prendre soin d'eux pour qu'ils se crament pas avant la fin de la course. Quel programme. De notre côté, on essaye en fait de prendre l'autre côté du sandwich, si je peux le dire comme ça, mais en fait, notre mission à l'origine et qui nous anime au quotidien, c'est vraiment la question de qui va mener la transformation de nos organisations. Qui va être là suffisamment longtemps, maintenant la durée se réduit, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Mais qui va être là pour mener la stratégie qu'on est en train d'écrire dans la majorité des entreprises et des employeurs, si je parle au sens large. Et ce qui, il n'est pas évident quand on regarde les tendances du marché du travail. On parle de grandes démissions, de carrières qui s'accélèrent, d'obsolescence des compétences, de ChatGPT, de tous ces sujets-là qui forgent un nouveau rapport au travail, et tant mieux.
tant mieux, c'est l'histoire qui suit son cours, mais qui du coup pose la question de la durée et comme tu disais, du marathon. Et au sens de l'entreprise, si on le prend d'un point de vue pragmatique, au sens des transitions, en fait, il va falloir des gens pour le faire. Et malgré des plans stratégiques, quand ils le sont courageux, quand ils n'existent pas encore en construction, en fait, il va falloir des bras armés pour le faire. Et donc, pragmatiquement, nous, c'est cette question-là qu'on essaye humblement d'adresser, de qui va mener la transformation, qui va être à la fois suffisamment bien mentalement et physiquement pour le faire, à la fois avoir envie de se lever le matin pour aller faire ça. Et ce sera pas tout le monde, et c'est fine, mais il va falloir une partie d'entre eux. Et donc, comment on raccroche les wagons pour recréer l'histoire dès aujourd'hui, à la fois de comment est-ce qu'on on transmet, mais surtout on permet pour adresser le sujet. Et donc, pour le faire, nous, on passe pareil, comme je le disais, par beaucoup d'études pour essayer de rencontrer cette jeunesse au pluriel et pas tomber et essayer de comprendre dans la granularité ce nouveau rapport au travail, façonné par le contexte. D'ailleurs, la définition d'une génération en sociologie, c'est une cohorte d'âge qui est façonnée par des événements transverses et universels. Par exemple, commencer sa vie active confinée. Par exemple, Charlie Hebdo, par exemple, et ces grands moments-là de vie commune, positifs ou non, ponctuels ou non. Mais le digital en est par exemple l'incarnation pour une génération de digital native. Donc on essaye comme ça de créer ces rencontres-là pour non pas donner la parole, mais essayer d'interpréter les chiffres et d'essayer de comprendre d'un point de vue qualitatif ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, nous, notre gros... on dit qu'on a une cible et des bénéficiaires. Notre horizon, c'est la jeunesse qui travaille demain, et surtout la jeunesse en entreprise aujourd'hui, qui est notre champ, nous, de territoire d'impact. Et puis, mais notre cible et les personnes à qui on parle au quotidien, c'est l'entreprise ou les employeurs, si je dois mettre dans ce panier ceux qui ne sont pas forcément dans le privé. Et donc, c'est souvent les dirigeants, dirigeantes, direction ressources humaines, direction de communication, direction RSE, pour essayer de en fait créer cette rencontre entre, si je caricature, les jeunes de Claire et les directions, pour réussir à recréer ce lien. On va parler d'intergénérationnel, c'est précisément ça le combat, mais comment on arrive à créer des espaces-temps où il y a cette rencontre, cette compréhension, désamorcer la frustration, et puis comment est-ce que on traite les sujets de manière transverse. C'est pas un sujet de jeunes que j'essaye d'adresser, c'est vraiment les collaborateurs, ceux qui travaillent. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on le fait par plein de leviers d'action, des ateliers, des études, des conférences, et puis peut-être de la formation. Et puis on est en train de bosser sur plein de choses, mais on n'a qu'1 an et quelques dans l'asso, donc voilà. Et puis sachez qu'on est payé, qu'on fait ça au titre d'entreprise, enfin en tant qu'employeur. Donc comme Claire, c'était très important pour nous de pas le faire pour le vent, quoi. Bref. Voilà. Merci Jasmine. Ok, donc Claire, effectivement, tu avais un petit peu anticipé ma question qui venait, mais est-ce que tu peux très très rapidement du coup me dire en quoi le rapport entre les jeunes et les entreprises il est différent maintenant par rapport aux anciennes générations? Je veux bien, mais j'aurais quand même un petit peu l'impression de me répéter. Est-ce que peut-être Jasmine, tu veux prendre? Moi, c'est plutôt que je vais chercher dans les traits caractéristiques un peu qui se répètent dans les jeunesses, disons. On aime bien voir un petit peu une génération qui se différencie des précédentes dans 3 façons de voir dans sa relation, notamment au digital, au monde, au temps, aux autres, au travail. Et du coup, mais dans chacun de ces points, on voit des choses qui du coup s'esquissent dans l'entreprise. Si j'en prends quelques exemples, dans le digital, par exemple, c'est à la fois une attention, un rapport qui baisse avec une sorte de stimulation qui est très différente. C'est presque un nouveau cerveau où la mémoire est externalisée, plus besoin de retenir quoi que ce soit. Voire, on verra les conséquences de ChatGPT. Et donc, de façon de réfléchir qui est différente, de faire des connexions. Et je dis pas que c'est les jeunes seulement, je dis qu'on est tous dans ce moulin-là. Et puis c'est un rapport au temps qui est très différent, beaucoup plus dans l'instantanéité, dans l'ici et maintenant, qui façonne donc un rapport notamment au travail qui est conditionné par ce rapport au temps où on veut les choses le plus vite possible, dans cette impatience parfois ressentie comme ça, d'avancer, d'accélérer, d'apprendre toujours. J'ai fait le tour, mais qui est façonnée en fait par cette façon d'avoir connu le monde, de l'avoir approché.
c'est un rapport aux autres, donc qui est conditionné par ça, où la famille, le cercle proche, disons, a pris beaucoup plus d'importance, notamment avec la pandémie, enfermé chez soi, avec sa famille, ses parents, ses grands-parents, etc. On a beaucoup plus vu ce cercle-là qui prend beaucoup plus de place, un besoin de sécurité aussi, et puis un cercle élargi qui est vécu différemment, de communautés en ligne, de gaming, de tous ces cercles-là qui prennent de plus en plus de place, et le cercle intermédiaire qui perd un peu d'importance. C'est un rapport, comme on le disait, une sorte de paradoxe temporel où à la fois je ressens ce court terme, j'ai besoin d'être utile, j'ai besoin de servir à pourquoi je me lève, de comprendre pourquoi je me lève le matin, et pourtant c'est une sorte de long terme bouché. De quoi demain sera fait, comment penser le futur dans le monde qui est le nôtre. Et les études, on pourrait vous sortir plein de chiffres, mais de cette incapacité à penser le futur, qui est peut-être pas un trait propre à cette génération. Je pense qu'à 20 ans, on est tous un petit peu confrontés à ces questions. Mais vu l'actualité, vu les sujets, les crises qu'on vit aujourd'hui, qui en tout cas annoncent rien de bon, en tout cas rien de meilleur. Et donc, on a un peu ce paradoxe-là de court terme, agir, être utile, parfois égoïste ou non, parfois, etc., d'arriver à se lever le matin. Et puis, genre, je dis vraiment ce mot-là parce que quand on regarde les chiffres de santé mentale, de suicide, de dépression, et de toute cette détresse-là qui est quand même très palpable et qu'on peut quantifier, il y a un peu ce paradoxe-là, je pense, qui du coup se retrouve en entreprise, qui... je n'aime pas du tout dire ce mot, mais qui va devoir absorber ce rattrapage-là, en fait, à prendre en compte, qui va devoir réparer. Et je le dis pas comme des victimes qu'il faut réparer, au contraire. Simplement, on peut pas ignorer dans quel état sont les jeunes aujourd'hui. Et donc, il va falloir permettre cette confiance en soi, permettre cette montée en puissance, cette capacité d'agir sur l'ici maintenant, d'apprentissage. Et en fait, moi, je dis souvent, les jeunes, c'est une loupe sur le reste du corps social, sur les tendances. Ce qui se passe chez les jeunes se passe souvent plus globalement. Il y a des spécificités qui sont importantes à prendre en compte, surtout dans la façon de les imbriquer, les personnes avec les personnes. Mais j'en fais pas une population de laboratoire miracle, non, au contraire. Et je pense que nous, on aime beaucoup dire comment est-ce qu'on répare, comment est-ce qu'on prépare pour transformer. Mais c'est vraiment cette dualité-là qu'il va falloir trouver et conditionner par plein de trajectoires de vie, de rapport au monde, aux autres, à l'existence qui est conditionnée par ça. Donc, sans aller trop dans plus de détails, mais je pense que ça va bien. Merci. Et en tant que jeune, du coup, vous êtes toutes les deux au cœur de ces sujets-là. Est-ce que vous avez un ressenti à nous partager, quelque chose de vécu? Je gagne du temps. Non, mais ce que j'aimerais bien ce sur quoi on pourrait faire la différence pour aller dans la continuité de ce que tu dis, c'est que je pense qu'être jeune en 2023, c'est effectivement différent que d'avoir été jeune à l'époque de mes parents. Ceci dit, pour revenir sur les jeunes, la loupe de plus globalement la société, cette quête de sens, je leur dis, on dit beaucoup les jeunes, quête de sens et tout, c'est quelque chose qui est assez généralisé quand même. Et donc, il s'agit pas non plus de dire les jeunes cherchent du sens et les vieux pas. Enfin, ça n'a pas de sens non plus de trop opposer. Et c'est là qu'on va arriver sur l'intergénérationnel et que ça va être intéressant du coup d'aller vraiment les deux pieds dedans, d'une part, et d'autre part, ceci dit quand même sur les attentes et les attentes en termes d'expérience au travail. Je pense que ça, c'est quand même assez nouveau. Exemple débile, hein, et j'imagine que tu allais le sortir, mais le droit au télétravail, qui est quand même quelque chose de fondamental chez la jeunesse aujourd'hui, à deux niveaux, pour des raisons pratiques et d'organisation, mais aussi pour des raisons de preuve de confiance. Parce que m'autoriser à faire du télétravail sans me faire sentir qu'on a l'impression que je vais pas assez bien travailler, c'est aussi me faire confiance à moi en tant que jeune talent. Donc je pense que c'est l'expérience au travail aussi qui est différente, mais qu'on partage effectivement beaucoup de choses au global avec la génération, parce que on a, dernière chose que je veux dire, souvent tendance à dire, vous les jeunes, mes pauvres, vous vivrez le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Non, vous inquiétez pas, on vivra tous, on le vit déjà, et on est la dernière génération globale de vivants là à pouvoir inverser la tendance. Et c'est important aussi des fois de se redire, parce que parfois on fait « Ah, c'est bien, vous les jeunes !» Non, on est ensemble, nous on est jeunes, on a de l'énergie, mais vous avez du pouvoir. Voilà, c'est aussi notre rôle parfois de rappeler qu'on doit faire ça main dans la main. Et je crois que je fais un petit tapis rouge pour ta question de l'intergénérationnel, non? Non.
Non, mais... Putain, faut que j'arrête de vouloir griller les étapes, moi. Pardon. Je te rejoins complètement, Claire. Après, j'ouvre des pistes de discussion si vous voulez poursuivre derrière, mais en fait, il faut alterner entre la compréhension de quoi on parle, de qui on parle, de où on parle, de quand on parle, qui façonne du coup forcément le débat. Récemment, je fais beaucoup d'interventions et récemment, j'ai été coupée par quelqu'un en début d'intervention qui me disait « Ah, mais non, il n'y a rien de particulier aujourd'hui, moi aussi, c'était dur quand j'étais jeune, machin. » Bon, c'est des choses qui arrivent très souvent. À la limite, en fait, ce que j'ai expliqué à ce monsieur, c'était, en fait, c'est pas ça que je dis, en fait. Justement, enfin, déjà, expliquez-moi et racontez-moi, créez ce lien avec ceux qui commencent aujourd'hui, mais surtout, je fais pas de particularité sur cette génération, c'est juste je parle d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit en fait, parce que c'est ce qu'on vit en tant que recruteur, en tant qu'employeur, en tant que jeune recrue, en tant que talent, et donc on s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui se passait hier est très intéressant pour faire l'inventaire du passé, pour s'inspirer, pour remettre en question, pour faire différemment, pour faire pareil quand c'était bien, et j'ai pas de prétention à dire que c'est mieux avant, c'est pire aujourd'hui, au contraire. Je pense qu'il faut recréer cette discussion-là et cet historique à partager. Et l'autre remarque que j'entends beaucoup, et j'en entends beaucoup des positives aussi, hein, je vous rassure, mais c'est cette notion de « j'ai pas le temps ». Je suis aujourd'hui, on le dit tous hein, dans nos quotidiens, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps, etc. Quand on traite notre sujet, c'est très frustrant en fait, parce qu'on en est au stade encore du constat, beaucoup. Du constat de sujets de recrutement souvent, de difficultés d'attraction, de rétention, de turnover important. Et c'est pas que chez les populations de jeunes, mais c'est un constat qui commence à coûter cher et à poser la question du qui dont je parlais tout à l'heure. Et donc on rentre par cette porte-là, souvent la porte RH d'ailleurs, pour parler des sujets de transition. Et puis on essaye de comprendre parce qu'on a un sujet, un problème. Et du coup, nous, c'est notre travail d'acculturation, de sensibilisation, d'études. Et ensuite, quand on arrive du coup, on en fait quoi et comment on transforme l'essai? Et là, j'ai plus le temps. Et je vous le partage parce que on est entre nous et que c'est une vraie question que je me pose. Comment devenir un sujet prioritaire? Comment faire du sujet RH et du sujet RSE, si je parle avec le terme corporate? Comment on faire des sujets prioritaires et les désiloter? Et moi, c'est une frustration, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas le temps de quoi? De faire survivre ta boîte? Non, j'exagère évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup ce sujet-là de comment on passe déjà de la compréhension, et là on parle de sujet RH, mais sur les questions de transition, comprendre la complexité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'y aller étape par étape pour réussir à le digérer, c'est un autre énorme bloc de pédagogie à mener. Et donc ces questions-là, moi c'est comme ça que je les ressens, en tout cas c'était 2 anecdotes de mes dernières semaines, de remarques que j'ai eues, et puis beaucoup de positives aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, de monter en puissance, de au moins ouvrir les yeux et ensuite se mettre en mouvement. Je sais pas si tu ressens ça, Claire, mais donc voilà, quelques pistes de discussion. Ok, merci. Et du coup, concrètement, est-ce que vous avez peut-être des pistes à nous partager pour recréer le dialogue intergénérationnel entre les jeunes et l'entreprise? Alors, je vais encore une fois parler avec ma casquette. Donc, nous, on accompagne des jeunes talents qui vont travailler sur les sujets économie circulaire, RSE, analyse de cycle de vie, biodiversité, etc. Ces sujets-là nécessitent des compétences, dites hard skills, sur lesquelles ils vont pouvoir être formés soit dans leur formation et leurs écoles, puisque des écoles se créent de plus en plus, où les écoles rajoutent des sujets de formation au développement durable et à la RSE, soit sur le terrain. Le fait est que en arrivant sur le marché du travail avec ces connaissances-là, en général, en étant recrutés, ils ont plus de connaissances parfois que leur manager et ou que l'équipe dans laquelle ils vont s'intégrer. Donc, il y a quand même un sujet d'accueillir sur le marché du travail des jeunes qui, même s'ils ont moins d'expérience que nous, ont potentiellement plus d'expertise. Donc là, c'est un peu la discussion de être une junior ou discuter avec des seniors quand on fait du conseil sur des sujets. Là, il y a un premier sujet de dialogue que tu viens de mentionner. Et le parallèle, il est à faire avec ce qui s'est passé dans le digital. Dans le digital, lorsque les jeunes sont arrivés à l'école d'ingé et qui savaient beaucoup mieux que leur manager utiliser tous les outils digitaux, en fait,
on a commencé à se dire il va falloir faire du reverse mentoring et s'autoriser à se dire bon, en tant que manager, je vais pouvoir apprendre de mon manager. Mais comment est-ce qu'on met ça en place? Je pense que la première étape, c'est évidemment de discuter et d'avoir l'humilité d'un côté comme de l'autre, de se dire où sont nos forces et comment on en fait une coalition. Côté talent, moi, je vais aussi inviter les jeunes à dire, c'est pas parce que tu sais beaucoup de choses, que tu as une vision systémique de l'urgence de tous les secteurs à décarboner, que tu dois arriver avec une pancarte et dire qu'est-ce qu'on fait, parce que pareil, ça marchera pas non plus. Donc, il y a quand même un énorme sujet, évidemment, c'est sur ça qu'on forme, de posture, d'écoute, de proposition, de leadership, de soft power, et comme tu le disais, Jasmine, de comment on embarque. Comment on raconte nos histoires pour arriver devant le manager en se disant c'est quoi mon objectif final? Je veux ce budget. Bon, lui, il est objectivé sur quoi? Ok, comment je rentre dans son objectif de l'année pour m'assurer? Il y a un petit côté stratège. Nous, on essaye un peu de les former pour qu'ils soient malins, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à parler la même langue que ceux qui, in fine, ont soit le budget ou le pouvoir. Et dernier exercice, récemment, j'ai eu la chance d'être invitée à Matignon dans le cadre des rencontres nationales pour la refonte pour la jeunesse. Et pareillement, du coup, on a mobilisé la communauté, on a dit, bah voilà, on va voir Borne, qu'est-ce qu'on lui dit? Et donc là, plein d'idées incroyables sur la décarbonation, etc., etc. Ceci dit, j'ai dit, ah oui, par contre, je vous ai pas dit, c'est pour faire des politiques publiques pour la jeunesse. Alors ça, c'est quelque chose que les jeunes n'aiment pas, leur demander « Bonjour les jeunes, que voudriez-vous qu'on fasse pour les jeunes ?» Ils sont là « Mais non, mais nous, on voulait parler du futur de la France, en fait. » Bon, et donc, quoi qu'il en soit, c'est ça l'exercice. Donc moi, je suis obligée de dire, je comprends, moi aussi, j'aimerais qu'on porte des sujets plus hauts. Ceci dit, on me demande de faire des propositions pour la jeunesse. Donc comment on rentre dans la porte en disant la formation et en fait, in fine, on raconte une vision de aujourd'hui en France, tout le monde devrait être formé à ces compétences-là, ces compétences-là, ces compétences-là. Donc il y a un petit sujet stratégique de soft power leadership pour s'assurer in fine ensemble d'arriver aux objectifs. Et je trouve que jusqu'ici on a un peu manqué de stratégie, quoi. On a un peu manqué de se prendre du temps et de se dire ok, nous tous autour de la table, qu'est-ce qu'on veut, qui est fort sur quoi, c'est quoi nos moyens et c'est quoi le cap final. Et dans quelle mesure, en face de ça, donc à nous d'être stratèges, mais dans quelle mesure, évidemment, et ça, ce sera plutôt de son côté, on nous laisse l'espace pour être stratège. Dans quelle mesure est-ce qu'on nous laisse nous asseoir à la table et pas dans un petit bout de shadow comex où on va nous dire « Alors, les jeunes, c'est bien !» Donc, c'est des deux côtés. Mais ceci dit, je suis aussi vigilante sur le fait que nous aussi, jeunes, on a l'humilité à avoir pour rentrer par les petites portes parce que sinon, on nous laissera même pas rentrer. Wow. Moi, je veux faire un petit aparté sur l'Intergé, je pense qui fait du bien. En fait, cette soi-disant fracture générationnelle qu'on aime bien se raconter, ça existe depuis toujours. C'est avoir 20 ans et être en opposition avec ses parents. Et j'aime bien faire l'exercice, mais il y a des témoignages, des citations, des moments à travers l'histoire qui racontent cette fracture, en tout cas cette frustration générationnelle. Je partage juste cette citation d'Hésiode en 720 avant Jésus-Christ, qui écrivait à l'époque, si je me trompe pas sur la traduction, je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, elle est sans retenue, insupportable, tout simplement terrible. Bon, ça met un petit peu le sujet au cœur du village. Et on en a comme ça des témoignages à travers l'histoire. On en a sûrement tous personnellement des moments de friction avec nos parents, nos grands-parents, les amis, etc. Donc aussi des complexions, le côté fracture inédit, on ne s'entend pas, les générations sont différentes, etc. Il faut aller aussi dans la granularité de où on parle, de quoi on parle, de jeunesse au pluriel, mais donc génération au pluriel aussi, et que derrière les étiquettes qu'on nous colle et souvent de manière plutôt négative, il y a beaucoup plus de besoin de clarté. Donc déjà, une fois qu'on a posé ça, ça nous dit pas comment on adresse le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il faut décomplexer un peu le côté friction, et tout l'enjeu est de recréer ce dialogue et de comprendre ce qui se passe mal. Souvent, c'est dans ces trajectoires de vie, on a des moments de vie différents, des canaux qui sont pas les mêmes. En entreprise, dans les équipes intergénérationnelles, beaucoup, comment est-ce qu'on
on dialogue. Il y en a un qui est sur WhatsApp, l'autre qui est sur Teams, l'autre qui est sur Skype, l'autre machin, l'autre m'envoie un mail, l'autre il m'appelle pas, il veut pas m'appeler. Enfin vraiment, je me retrouve dans des discussions de ce genre-là, de canaux de communication pour une équipe. Et souvent une équipe qui a pas le même âge, mais on pourrait le faire n'importe quelle équipe. En fait, c'est aussi comment est-ce qu'on comprend les usages, les habitudes, recréer du lien sur des histoires communes. Je commence souvent nos ateliers en disant « Est-ce que vous pouvez me raconter votre premier job ?» Et peu importe qui est dans la pièce. En fait, ça permet de se rappeler aussi, on est tous passés par là, et puis de recréer du lien en fait entre un directeur, une directrice. On pense pas que cette personne a eu un premier job, on l'oublie vite, mais c'est vrai que la personne est passée par là. Nous, on aime bien parler de comment on crée un nouveau pacte. Et j'utilise le mot pacte de manière volontaire pour parler de relations réciproques. Comment est-ce qu'on recrée une relation réciproque, un pacte? On pourrait aller jusqu'à un pacte contrat de travail. On y travaille, mais bon, c'est pour le long terme. Mais globalement, comment on recrée des pactes déjà individuels et collectifs? En entreprise, c'est peut-être simplement partager son mode d'emploi personnel, sans dire qu'on va forcément converger, mais au moins de créer ces discussions de comment je communique, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je reçois du feedback, et c'est pas un sujet jeune-vieux, hein, c'est un sujet humain, on a tous des modes de fonctionnement différents, peut-être recréer ces discussions-là au début de chaque projet, pour bien être aligné, au moins ça aura été dit, c'est rendu visible, et puis si ça marche pas, on pourra revenir de quelque chose qui aura été dit. C'est comment on recrée en fait, c'est cette réciprocité en amont, pour alimenter ces discussions-là, et puis comment on recrée du lien. Ça, c'est beaucoup plus, tu parlais de hard skills sur la formation et notamment compétences techniques. Comment on crée la capacité d'écoute. Nous, on aime dire comment est-ce qu'on voit le monde dans d'autres yeux que les siens, comment est-ce qu'on porte d'autres lunettes en fait que les siennes pour comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, ce qu'il voit, et comment on crée du coup ces espaces-temps pour en parler. On parlait de shadowboard, tu parlais rapidement de shadowboard. On a fait toute une étude, j'ai parlé à plus de 20 shadowboards et de plein d'autres dispositifs de collectifs. Une enquête qu'on a publiée il y a quelques mois. En fait, ça suffit pas de mettre les gens dans la même pièce et souvent de les siloter. Pour finir l'intergé, en fait, on a deux façons de le voir. Soit on parle de génération par génération, comme on fait pour la diversité homme-femme, mais soit on parle population par population. Et en effet, ce sera pas pareil de commencer sa carrière que de la terminer. Donc il y a des spécificités à avoir en tête, à recontextualiser. Mais l'intergénérationnel, comme la diversité d'ailleurs, en fait, on peut aussi le voir de comment ce qui se passe dans un public, on l'adapte aux autres, on en crée une conversation beaucoup plus globale sur la formation, sur le sens, sur toutes ces choses-là qui sont pas des choses d'un public précis. Donc j'aime bien dire que l'intergé, peut-être que ça marchera quand on n'en parlera plus, mais comme la diversité, on n'y est pas encore. Mais du coup, c'est un peu ces questions-là de comment on arrive à voir un peu les deux facettes du sujet, à la fois du particulier, mais aussi du comment on en fait un cas plus global. Mais on pourrait en parler des heures. Ok, parfait. Il me reste 2-3 questions, mais si parmi le public, certains d'entre vous ont envie de rebondir ou ont d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas surtout, pour pouvoir un petit peu favoriser l'échange. Oui. J'ai l'impression qu'on a ce dérapage continu où on blâme les plus vieux ils fonctionnent pas avec les plus jeunes et puis vice versa, et on n'anticipe pas du coup le moment où les jeunes d'aujourd'hui seront moins jeunes, et c'est vraiment la question qu'on est en train de se dire, c'est de se dire mince, pourquoi est-ce que on regarde pas aussi un peu vers derrière. Nous à la Courge, on répond à l'urgence, c'est notre culture, donc on attend que le problème se passe pour y répondre. Et on est plutôt en train de se dire maintenant, tout le monde est vulnérable à un moment donné, vulnérabilité partagée. Du coup, comment est-ce qu'on arrive à anticiper ce genre de choses et s'adapter et les prévenir, et potentiellement aussi faire des logiques de prévention, d'atténuation. Donc voilà, est-ce que la question maintenant, c'est pas aussi de regarder vers l'arrière et anticiper les prochains tournements générationnels? Moi, j'ai une anecdote et je peux te laisser prendre la suite. Et puis ça va complètement dans le sens de vos introductions quand vous êtes présentés, de comment on gère déjà des générations de jeunes qui sont déjà différents. Et si vous avez des enfants, vous le voyez peut-être entre vos enfants, entre celui de 18 et 25 ans, il y a déjà des grosses différences. Nous, dans cette façon de voir la jeunesse au pluriel, on essaye de regarder un peu différents univers, notamment celui de l'armée et de la marine nationale qu'on connaît bien. En parlant avec leur ancien DRH, on a
ils me racontaient cette anecdote de leur difficulté, n'est pas sur l'attractivité, ou pour plein de raisons, la marine reste attractive, et plutôt sur la rétention de talents, donc parce que c'est des carrières où on ne fait pas de croissance, en tout cas externe par la suite, c'est beaucoup plus dans l'ascension. Et donc, ils m'expliquaient que leur gros sujet pour adresser le sujet de rétention, c'est la friction entre les plus jeunes et les un tout petit peu moins jeunes, entre ceux de 18 et 21, 25 ans. Et c'est là où il y avait, mais c'était apocalyptique, d'autant plus dans un système hiérarchique où on est amené à voir beaucoup plus la personne juste au-dessus de soi. Et qu'est-ce qui se passait? Donc, ils mettaient fin à leur contrat. Quand on fait les entretiens de renouvellement, donc c'est 3 ans par 3 ans à la marine, en fait, ce que disaient les plus jeunes, disaient, mais si c'est pour finir comme le gars au-dessus de moi, c'est hors de question, ça ne m'attire pas du tout. Et on touchait du doigt cette notion de projection. J'ai besoin de me projeter. Et donc là, c'est bon, je fais l'exercice sur un public 18-25, mais évidemment, moi, je suis très alignée, d'autant plus quand on sent un peu ce poids de dernière génération à pouvoir changer le monde, de les jeunes, et on le ressent, nous, au quotidien, tu le ressens peut-être, mais de comment est-ce qu'on apprend aussi du passé dans ce dialogue-là pour regarder ce qui se passe à côté. Et quand on regarde les études, d'ailleurs, il y a un système, plein de sociologues parlent de twinning, mais de jumelage, où, entre guillemets, il y a plus de chances que la génération Z s'entende bien avec la X, en passant à travers la Y, et la Y avec les baby boomers, si je reprends les terminaisons, parce que déjà, c'est les parents et enfants, donc ça fait qu'on a plus de proximité dans la vie au quotidien, qui fait qu'on comprend mieux. Et puis, il y a des phénomènes de vie qui font qu'on a une vision du monde assez complémentaire. Des crises quand on grandit, bon, je vais pas aller dans le détail du sujet, mais qui fait qu'on a des liens qui se créent souvent en sautant des générations. Et c'est peut-être comment est-ce qu'on arrive à recréer un petit peu de liens et de conversation, et peut-être ne plus entrer dans les sujets d'âge, mais beaucoup plus de réalité vécue, de diversité plus globalement. C'est la seule chose que j'aurais ajoutée, au-delà de apprendre soi-même à éviter, à reproduire les patterns avec les plus jeunes plus tard, c'est à quel moment est-ce qu'on nous apprend la différence et à la célébrer. Enfin, sincèrement, c'est le sujet. Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps de réaliser qu'effectivement nos modes de fonctionnement sont différents, nos modes de travail sont différents. Dans mon équipe, il y a des gens, ils sont pas du matin, moi je suis du matin. Enfin, en vrai, c'est aussi le bon sens de juste réapprendre à se connaître soi et comprendre que les autres sont différents. Et du coup, c'est un peu fluffy comme réponse, mais moi, je me demande à quel moment est-ce que ça arrive vraiment de plus en plus tôt, que de faire en sorte que c'est une compétence sur laquelle on nous forme dès l'école. Donc voilà, la différence, à quel moment vraiment, c'est important. Et juste sur juste sur ce truc de l'école, cette année, il y avait eu du bullying sur les entrants en 6e sur TikTok, qui se faisaient complètement harceler par les plus grands il y avait 1 année ou 2 années de plus au collège, et c'est devenu carrément une affaire complètement médiatique. Et justement, oui, ça démarre par l'école en fait. Voilà, ouais, oui. J'aime pas terminer mes phrases en disant tout revient à l'éducation nationale, parce que c'est comme ça que finissent tous les débats in fine. Mais voilà, et puis je peux le dire, mes parents sont instituts et profs, donc je connais un peu la maison, mais oui. Oui. Oui, merci. Merci d'abord, parce que vous nous donnez plein de pistes très inspirantes. Jasmine, tu parlais des enjeux de gouvernance sur lesquels tu t'étais penchée. Est-ce que ces pistes assez novatrices pour certaines, est-ce qu'elles, vous ne les faites pas quand même rentrer dans un logiciel un peu de vieux? Tu disais, moi, t'aimais tu voulais rentrer par l'angle RH, mais est-ce que les RH, est-ce que c'est encore au RH d'aller trouver cette utilité, de même que la RSE, elle diffuse partout? Est-ce que c'est intergénérationnel? J'ai autant de mal à le dire que vous. Non, mais voilà, est-ce que c'est plus les RH que simplement le manager, le leader, le chef d'entreprise? Je pense que c'est un mix entre ce que disait Claire tout à l'heure, parfois il faut reproduire des choses existantes, efficaces, ou pas tout mettre à la poubelle, et aussi parce que c'est vu, entendu et légitime dans les yeux de nos interlocuteurs et interlocutrices, qui du coup font que
il faut aussi utiliser des choses qui marchent bien déjà et pas tout réinventer. C'est pour ça que moi j'ai étudié ce sujet-là, mais en promulguant beaucoup plus des comités intergés que jeunesse. Si jeunesse, à condition que on parle bien du quoi, du comment, du pourquoi, du qui, de reconnaissance, de valorisation, de pouvoir, etc., que ce soit en externe, en interne. En tout cas, de cadrage en amont. Et je pense qu'on en revient beaucoup à comment on met les bonnes conditions de départ et surtout on itère parce qu'on n'aura jamais la bonne réponse du premier coup en général. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, mon rêve, c'est qu'on parle plus de RH, de RSE, etc. et qu'on désilote complètement ces départements qui ont pris la charge de l'humain, d'en parler, de la transition, alors que c'est des sujets qui devraient être à la main de tous. Mais pourquoi nous on s'intéresse au RH? Parce que c'est une façon d'aller beaucoup plus vite, au sens de si c'est eux qui sont la porte d'entrée pour ensuite former l'ensemble des managers, l'ensemble des communicants, etc. C'est plus une question pour être malin, quoi, de comment est-ce qu'on arrive à amplifier ce besoin-là de transmission, de formation et du coup de messages d'intergénérationnel. Aussi parce qu'aujourd'hui c'est eux qui ont la main sur les sujets d'attractivité, de rétention, de talent, d'humain, au sens large. Mais comme je le disais, nous, notre public, notamment de l'intervention, on fait autant des jeunes étudiants, autant des managers opérationnels. Je pense à la construction, mais récemment, j'intervenais devant des chefs d'usine, devant des chefs de chantier, etc., etc. Et c'est comment on arrive à parler du sujet partout. Et en fait, faire de la RH, l'affaire de tous. C'est ça le sujet. Mais il faut, en tout cas, humblement, on est 5 dans l'équipe, il faut qu'on commence quelque part. Et donc, on a choisi ce territoire-là parce qu'on a commencé à parler leur langage pour ensuite déployer. Mais je rêve comme toi qu'on n'en parle plus. Peut-être deux choses pour compléter. J'ai l'impression, dis-moi si tu ressens aussi, que les RH sont en recherche de solutions. Donc, vous venez aussi juste répondre à un problème de personnes qui vous disent « Qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on nous challenge, on publie quelque chose, on se fait éclater sur les réseaux. Enfin, on a des mauvais taux de rétention, etc. Donc, c'est aussi normal, d'une certaine manière, d'aller adresser les gens qui sont responsables de solutionner cette problématique. Et d'autant plus que si ces personnes-là ne l'adressent pas, ce qui est assez intéressant, c'est que on va pouvoir naître en interne des collectifs de collaborateurs et collaboratrices qui s'emparent du sujet, puisqu'on ne leur laisse pas l'espace. Alors, ils vont se créer en alliés, en petits groupes, pour se fédérer et être force de proposition. Là, évidemment, je mentionne quelque chose qui existe, qui s'appelle donc les collectifs, qui a permis de fédérer sur les 2 dernières années des dizaines de collectifs dans les entreprises qui sont nés organiquement entre collègues qui se disaient juste viens, on en parle déjà. Je crois que c'était la première chose, de s'autoriser à parler du sujet. Et ensuite, se liguer, entre guillemets, pour non pas aller pas content, pas comme ça, mais venir avec des propositions de choses à implémenter. Donc là où c'est intéressant, c'est que c'est des salariés dont ça n'est pas dans le plan de charge, qui ont, de manière bénévole, trouvé le temps autour de la machine à café ou après la journée de travail pour proposer des solutions pour opérer la transfo des entreprises. Ça pose quand même une petite question éthique sur à quel moment est-ce que bénévolement les collaborateurs et collaboratrices doivent opérer la transfo de leur boîte. Mais ça signifie quand même en termes de tendance et de signal que voilà, les talents sont prêts à proposer et à disposer de temps pour accélérer la transfo des boîtes. Et vraiment, si vous connaissez pas les collectifs, c'est super chouette de voir comment évolue l'orga depuis, pareil, 2020, 2019, 2020. Oui. Je vous soumets un petit exercice, si vous êtes d'accord. Souvent, on sous-estime le pouvoir de l'art dans la paix civile, dans le fait d'avancer, de faire avancer nos sociétés, les mœurs. On sait que les rôles modèles, qu'ils soient cinématographiques, dans le théâtre, dans l'écriture, sont souvent des accélérateurs hyper intéressants à regarder. À votre avis, si on devait imaginer un rôle modèle qui en duo, en binôme, qui fonctionnerait et qui marquerait les esprits, ce serait qui? Ce serait quoi? Il se dirait quoi? C'est pas facile. Hein, non, mais même, pour bien comprendre l'exercice, un rôle modèle... En tout cas, de dire, pour illustrer l'intergénérationnel et ce dialogue complexe entre
les jeunes et les vieux, pour résumer de façon Ok. caricaturée, est-ce qu'on peut imaginer que le cinéma fasse avancer cette cause au travers d'un récit, d'un narratif qui fasse que, voilà, ça fait avancer les esprits, non? Moi, la première image qui me vient, forcément, c'est mon rapport avec mes grands-parents. Pour le coup, je pense que cette image-là et cet imaginaire-là, il pourrait de plus être mobilisé sur dans quelle mesure est-ce que moi, j'adore apprendre de ma grand-mère sur tout ce qu'elle fait. Et elle adore me demander comment on installe ce truc déjà. Et en fait, je trouve que cette puissance et cette familiarité intergénérationnelle, naturelle et familiale, elle permet aussi de se rappeler que ah oui, mais forcément, ma grand-mère, elle m'apprend des trucs. À quel moment je me suis dit que ma grand-mère, elle allait pas m'apprendre des trucs? Mais elle aussi, elle est là. Claire, tu peux m'aider pour. Donc, instinctivement, si on voulait rentrer dans l'imaginaire collectif de la société, je me dis que ça pourrait être une des figures qui nous permettrait de montrer que la valeur que les deux générations peuvent s'apporter. Ma réponse, elle est double. La première, c'est, on parlait de clichés, d'étiquettes, etc., mais de voir des personnages ou des figures qui sont à l'inverse de ce à quoi on s'attend. J'ai pas d'exemple particulier, mais des jeunes qui sont pas dans la posture de jeunes, mais qui font des choses différemment. Enfin, de cultiver un peu cette surprise de ah, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et puis moi, je la comprends de manière très personnelle cette question. Moi, je le vis au quotidien en fait, cette échelle intergénérationnelle, au sens où j'ai fondé une association avec une présidente qui a pile 10 ans de plus que moi, qui fait la courte échelle du réseau, de l'influence, du contact, de la formation. Derrière elle, on a pareil dans notre conseil d'administration, dans nos mentors, des personnes qui ont 10, 15, jusqu'à 80 ans, qui font en fait cet effet vraiment courte échelle qui, pour le même message, on sait très bien qu'il ne sera pas entendu de la même façon. Et donc, c'est comment on arrive à recréer déjà ce lien et du coup, le mettre à l'image, pour moi, c'est aussi quand on montre un groupe, un collectif, une équipe dirigeante, enfin, peu importe, mais en tout cas, où il y a ces associations de personnages qui sont pas vus beaucoup dans nos sociétés. Et quand on parle de génération, l'entreprise est encore peut-être un des derniers endroits où on peut se voir de manière intergée. L'école, c'est par cohorte d'âge, en tout cas pour beaucoup, etc., etc. Et donc, c'est comment on arrive à cultiver ça et de le rendre visible, et pour donner en fait des idées de c'est pas seulement mes pairs qui vont pouvoir adresser le sujet comme moi. Et puis cultiver ça, moi j'aurais envie non pas me mettre moi, mais de voir ces alliances-là. En tout cas, de voir juste des groupes qui cohabitent d'âges différents, qui s'apportent beaucoup les uns les autres, chacun avec son expérience et son réseau. Mais c'est une non-réponse, hein, j'en ai bien conscience. Oui, madame. J'aurais une question en fait sur le management et sur la façon, parce que vous êtes jeune et que vous êtes entouré et accompagné des jeunes, sur la façon et sur la perception en fait des jeunes aujourd'hui sur les managers et sur le management, je dirais, dans les grandes entreprises. Et est-ce qu'il n'y a pas là une profonde transformation culturelle et aussi le hiatus, est-ce qu'il ne vient pas de là? Ce que je ressens il y a plusieurs questions derrière, enfin il y a plusieurs éléments de réponse qui m'arrivent. Il y a le sujet dans quelle mesure mon manager va être quelqu'un qui va me permettre de grandir et de me développer. Et donc cet allié justement intergénérationnel où quand j'arrive dans la boîte et probablement la grande boîte ou quand j'arrive dans la grande boîte, je suis quand même personne par rapport à quand j'arrive dans une start-up où je peux très vite être quelqu'un avec des responsabilités. Donc ça veut dire que j'ai fait ce choix d'aller dans la grande entreprise pour des raisons qui me sont personnelles, mais je vais pas avoir la même place que si j'étais allée dans une plus petite boîte. Donc, dans quelle mesure est-ce que j'arrive dans cette entreprise accompagnée par un ou une manager qui va me permettre de me révéler et révéler mon unicité alors que je suis parmi plein. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on ressent parce que les études, c'est toi qui disais, les études le montrent, ce que veulent les jeunes, c'est apprendre. C'est ça, tu viens de sortir. Je lisais une étude d'Amazon, une étude sur la Gen Z dans plusieurs pays du monde à grande échelle, qui disait, donc en début d'année, et les chiffres projetés, c'était, bon, ça veut dire il faut aller dans le détail de qui on parle, mais je crois que c'est 74% des Gen Z interrogés projetés de démissionner et de changer de poste dans l'année 2023 par manque d'apprentissage, avec cette impression j'ai fait le tour. Et c'est une projection, je sais pas si ce sera effectif,
et qui va complètement dans ce sens-là. Et puis, on en trouve plein des chiffres qui vont dans ce C'est sens-là. ça, c'est dans quelle mesure j'apprends, je grandis. Et en étant conscient que, effectivement, la carrière, si je suis pressée de faire le choix de l'entreprise, il va falloir que je pense au temps moyen ou au temps long. Ça ira moins vite que si je fais le choix de la start-up. Donc, dans quelle mesure est-ce que mon manager peut m'accompagner dans ce temps long et m'aider à voir que ça apporte peut-être d'autres choses. J'imagine beaucoup d'autres choses. Moi, je connais pas bien, mais c'est ce que je ressens des jeunes que je connais qui pensent à quitter les cabs de conseil ou les grands groupes parce que pas de manager inspirant, pas d'opportunité d'apprentissage, peu de perspectives de grandir par rapport aux copains qui sont en start-up. Et donc, dans quelle mesure est-ce que les méthodes peuvent être réinventées pour permettre cette soif d'apprendre et de rapidité. Et c'est là qu'on peut refaire la comparaison avec ce sujet du digital. Effectivement, on est quand même, je pense, une génération impatiente. Et de fait, toujours cette lassitude. Tu parlais du turnover. Parfois, moi, je me demande même si c'est pas la prochaine étape pour les managers et les entreprises que de laisser vite partir et bien partir les talents au moment où ils le demandent pour mieux les retrouver après. Parce que moi, j'ai déjà eu des jeunes qui m'ont dit là, elle me dit, tu peux partir, on t'accompagne à partir, mais sache-le, si tu changes d'avis, la porte sera ouverte. Et c'est quand même une option qui rentre dans la tête de quelqu'un qui part et qui se dit, si jamais, je peux encore revenir. Donc, c'est aussi repenser cette rétention de garder les gens avec nous. Je crois que ça n'a pas plus trop de sens. Et nous accompagner dans un projet de carrière en nous disant, là, t'as besoin d'air. Allez. Et puis, reviens dans 2 ans, quoi. On en revient à cette notion de pacte que c'est quoi donnant et qu'est-ce qu'on apporte l'un à l'autre et c'est quoi cette notion de pouvoir, toute génération confondue. De toute manière, le manager ou la manager de proximité, c'est la raison pour laquelle on reste ou on part. Enfin, c'est partout et souvent pour laquelle on part. C'est la raison numéro 1 dans la majorité des cas. C'est son équipe de proximité, notamment son manager ou sa manager. Et donc, comment est-ce qu'on joue avec, revenir au quotidien. Je pense que le sujet dont on parle, c'est comment on arrive à distiller, non pas des grands discours de communication, de ressources humaines, on en parlait, mais comment on arrive à distiller ça d'un point de vue quotidien, de qu'est-ce que je ressens, qui sont les gens autour de moi, où est-ce que j'exerce. Et quand on parle de flexibilité, pour mettre un peu de nuance, Claire, dans ce que tu disais, si je peux me le permettre, mais là, on parle de jeunes qui ont envie, pour qui le travail, c'est central, qui ont envie de transformer, qui ont envie d'impacter. C'est pas du tout tous les jeunes. Hein. Pour beaucoup, la flexibilité, elle sera valorisée parce que j'ai envie de faire des choses à côté, j'ai envie d'avoir ma vie, et parfois, je suis là que pour des raisons alimentaires, et j'ai fait ce choix-là plutôt par défaut. Et pour beaucoup, et donc il faut aller aussi dans ce détail-là de comment on accepte qu'on a des profils différents, qu'on a des envies différentes, et qu'on arrive à composer, mais donc pas que chez les jeunes, hein, mais chez l'ensemble de son équipe, pour réussir à créer ces opportunités-là, et non plus penser en temporalité, en années, ou en cycle d'évolution, en parcours carrière temporel, mais plus en termes d'étapes. Ce qui fait qu'on peut en passer plus rapidement ou pas en fonction du profil, de qui on est. Mais c'est le même sujet de débat que devenir expert ou devenir manager. On a conditionné de tous devenir manager, mais on peut aller vers des voies d'expertise. Et donc, comment on arrive à créer ces différentes grilles de lecture qui correspondent en fait à un corps social qui va être très diversifié et différent. Mais je pense que c'est primordial de revenir au quotidien. Et puis, si je peux vous poser une question, c'est une question que j'aime bien. J'ai un ami, on a un ami, je sais pas si tu le connais, Samuel Durand, qui a produit 3 documentaires sur le futur du travail. Et le dernier, l'avant-dernier était sur Why Do We Work. Donc c'est en anglais, vous le trouvez sur plein de plateformes quasi gratuites pour les voir. Et il définit le travail comme un triptyque. Le travail, c'est une mission, une tâche et un environnement de travail ou des conditions de travail. Une mission, on en a beaucoup parlé, l'environnement de travail aussi, mais c'est aussi une tâche. Et si je fais juste à main levée un peu ce qui est le plus important pour vous, ça nous en dirait un peu plus sur notre public. Si je devais vous faire voter pour qu'est-ce qui est le plus important pour vous, votre métier, votre tâche, votre mission ou vos conditions de travail ou l'environnement dans lequel vous êtes. Si je dis l'environnement de travail, qui vote pour main levée? Ok, qui vote pour la mission? Et qui vote pour le métier ou la tâche? Voilà, on a un public très particulier parce que vous êtes assez homogène.
Mais normalement, la tâche, il y a personne, ou il y a quasi personne. Et en fait, ça en dit long de notre quotidien. La majorité de notre temps, c'est d'accomplir les tâches ou la mission qu'on nous a donnée, d'un point de vue métier, d'un point de vue opérationnel. Et puis, c'est rarement la priorité pour les équipes, et pourtant, c'est la majorité du temps. Donc, je pense qu'il faut avoir un peu les 3 briques en tête, entre les conditions de travail, la mission et ce qu'on fait tous les jours, quitte à les faire évoluer évidemment, et en fonction de qui on est et puis de notre trajectoire de vie, ça change. Je pense que c'est un peu de comment on en revient à des choses en fait très simples, du quotidien, du concret, de discussions avec les gens qu'on a autour de soi et pas des discours grandiloquents au plus haut niveau. Voilà. Le sentiment que nous on relève beaucoup en entreprise, en fait on voit pas de fracture générationnelle, on voit que les gens ont envie de travailler ensemble, d'ailleurs que les jeunes ont envie de bosser avec les plus seniors. En revanche, on voit une fracture structurelle, c'est qu'à un moment donné, à un certain âge, on voit des gens qui sont sur des missions, comme tu l'as dit, on ne commence pas sa carrière quand on la termine, sur des missions qui sont peut-être un peu moins challengeantes, où on leur donne moins la parole pour raconter ce qu'ils font, et donc du coup, en fait, on change leur place dans l'organisation. Ça, c'est très anxiogène pour les plus jeunes, qui du coup se disent « Ok, ça c'est mon modèle ou ma vision, j'ai pas du tout envie d'arriver à ce stade-là, donc je vais aller voir ailleurs si jamais il y a quelque chose de plus alléchant. » Et donc, cette question au niveau des RH, c'est comment on change la place d'un senior dans l'organisation pour qu'il ait notre vision pour le jeune, mais aussi parce que toutes les compétences qui ont été acquises, l'observateur que ça a été au travers des générations, des transformations en monde digital ou autre même parfois, ça peut être une valeur ajoutée énorme pour les jeunes. Et ça, aujourd'hui, en termes de formation, par exemple, quand on reparle d'une expertise, d'une compétence, en termes de formation, comment, pour revenir à l'exemple de la grand-mère, aide-moi à faire ça, essaie à faire ça, comment on arrive à créer ces duos générationnels pour que l'un apprenne de l'autre, et structurellement que ça puisse exister dans une entreprise. Sans enfermer, moi j'ai fait plein de conférences où des plus seniors, donc disons 55 et plus, qui viennent me voir et qui me disent moi on me cantonne au mentor qui apprend et qui transmet, etc. Pas du tout envie de ça, moi je suis très heureux dans mon poste. Donc c'est aussi dans la nuance de comment on crée ça dans la diversité des profils, et ce que tu dis fait beaucoup écho. Et d'ailleurs cette remarque-là, moi je l'entends beaucoup dans des ateliers ou dans nos interventions, plutôt chez d'ailleurs les millennials ou Gen X jeunes, qui eux soulignent tout de suite la notion du senior ou de la place des seniors dans l'entreprise, qui est vraiment un sujet qui revient systématiquement. Et en fait, quand on regarde les plus jeunes, il faut aussi qu'on regarde les plus âgés, qui est pas encore un sujet que beaucoup de jeunes abordent parce que c'est encore loin, je pense. Mais et puis le débat réforme des retraites, etc. On l'a vu, ça s'est cristallisé sous nos yeux. Donc très aligné avec cette remarque, et je pense que le sujet est infini. En tout cas, ce que je pense qu'on a essayé de distiller avec vous, c'est que revenir à des choses très concrètes, de conversation, de préparer en amont, et aussi d'enthousiasme, de voir un peu le verre à moitié plein, mais clairement on est très comme ça. Mais aussi, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, que votre vie vous plaît, j'espère, et qu'on est tous là dans le bon sens. Et du coup, merci à vous d'être là. En tout cas, c'est ce que je voulais transmettre aussi, cet enthousiasme. On a une extraordinaire opportunité de réinventer un peu tout ça, de faire différent, au sens de recréer ce lien et recréer cette vision du monde à lunettes différentes. Elle a bien parlé. Non, juste dans la question que vous posez, il y a qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut former. Moi, j'ai envie de dire, essayez. En vrai, j'ai l'impression que vous avez déjà lancé. Est-ce qu'on peut collectivement s'autoriser à tester des trucs? Peut-être qu'on aurait dû les faire mieux, peut-être qu'on devrait regarder le passé et faire mieux. Mais en fait, là, on essaye des trucs, on rate des trucs, on apprend des trucs, et c'est OK. Et je trouve que cette itération, cette force qu'on a de s'autoriser à en parler et à se dire, bon, on sait pas trop comment, mais en tout cas, on essaye, c'est déjà bien, et ça fait du bien d'être dans l'action, et c'est bien de s'autoriser à faire sa part, à en parler, à co-construire. On n'a malheureusement pas la solution miracle à ce titre de conférence magique qui vous a donné envie de nous rejoindre. Mais voilà, on a donné des éléments de réponse, et surtout, on espère des envies de demain se dire, tiens, et si je testais ça? Parce que ce sera tout à votre honneur d'essayer à votre manière. Ce que je vous propose, c'est du coup, ce serait peut-être une dernière question, et après on pourra poursuivre l'échange autour d'un apéritif de manière plus informelle, tous ensemble.
Donc j'ai vu que vous avez une petite question. Oui, mais c'était un peu déjà évoqué, mais c'est vrai que dans les organisations, les générations dont on parle, elles sont pleines de paradoxes. Il y en a qui ont envie, il y en a qui n'ont pas envie. C'est vrai que ce mot paradoxe, finalement, on ne l'a pas beaucoup évoqué, alors que c'est vraiment ce qui caractérise ces nouvelles générations. Ce paradoxe aussi, tu parlais tout à l'heure de ta grand-mère, mais dans une entreprise, on peut trouver 5 typologies de générations différentes. Tu parlais de détails dans le fait d'écouter toutes les personnes. Et finalement, même si on est dans l'itération et qu'on essaye, comment est-ce qu'on arrive à embarquer les gens, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas envie, que ce soit des vieux, des moins vieux, des plus jeunes, pour être dans un mouvement. Et c'est une vraie problématique. Voilà, c'était ce que je voulais poser comme dernière question. Il y a plusieurs stratégies dans la volonté de fédérer et d'embarquer. La nôtre, c'est de se concentrer sur des ambassadeurs et des ambassadrices qui ont envie. Parce qu'en fait, c'est quand même plus facile d'aller outiller des gens qui cherchent des outils. Et en fait, de les outiller si bien, de les faire briller, rayonner, de les mettre en lumière. C'est pour ça qu'on avait choisi aussi le sujet des médias. Et c'est ce que je sais plus quelle personne disait, apprendre à prendre la parole en public, apprendre à être mis en lumière pour les exemples, etc. Moi, je crois que la stratégie d'ambassadeur, elle est vraiment pertinente en termes d'impact parce que du coup, en outillant les 10 personnes qui ont envie d'être outillées, on fait briller 3 autres personnes avec qui elles travaillent et qui se disent « Ah, mais attends, comment t'as fait pour passer dans ce programme-là ? Ah, mais ça a l'air cool ta vie. » Enfin, c'est un peu comme moi quand je raconte mon début d'engagement écolo où j'étais un peu genre, je voyais mes parents, je disais « Pas content, vous êtes complètement fous d'acheter du plastique. » Ça marchait pas. Le jour où j'ai arrêté, j'ai commencé à incarner et à rayonner mon écologie, ils ont commencé à m'envoyer des photos de quand ils mangeaient vegan. Mais c'est logique. Enfin, en fait, c'est plus facile stratégiquement de commencer avec les gens qui ont envie d'être aidés. Et en termes d'énergie, ça fait sauver un peu du temps parce que c'est dur d'aller convaincre ceux qui veulent pas être convaincus. C'est un peu dur d'apprendre à renoncer. C'est comme abandonner certaines populations, on a l'impression. Mais c'est peut-être leur laisser le temps de vivre leur déclic et leur volonté à eux de se réveiller et de se dire comment je peux venir dans la fête là. Et en tout cas, jusqu'ici, nous, c'est comme ça qu'on est toute petite équipe. On n'a pas fait passer beaucoup de personnes dans notre programme, mais on a une énorme influence et on a un énorme rayonnement parce que justement, on outille ceux qui veulent être outillés. Je pense que ce paradoxe, il faut l'accueillir entre les personnes, mais au sein de chaque personne. Ce soit, je passe du temps sur TikTok et en fait, je suis engagée chez Dernière Rénovation à bloquer le périph'. C'est possible en fait, et c'est probablement la majorité d'ailleurs. En fait, on est tous plein de paradoxes. Il faut sortir un peu de cette pureté attendue de t'es pas pur parce que je crois qu'il y avait une anecdote sur Greta Thunberg qui avait mangé un sandwich dans le train. Elle avait dû prendre un selfie posté sur Insta et le sandwich était emballé dans du plastique. Et du coup, c'est devenu tout un truc. On pourrait retrouver la photo. Mais en fait, ça décrédibilise pas tout ce qu'elle dit par ailleurs. Parce qu'un jour, elle a acheté un sandwich avec du plastique. Bon, c'est en fait cette notion de pureté individuelle, déjà, elle n'existe pas. On a tous nos contradictions. Toi, tu manges des trucs avec du plastique ? Ah ouais. Je mangeais des bonbons tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut aussi accueillir ça et du coup se focaliser sur ce qu'on choisit de montrer ou ce qu'on a envie de montrer. Que ce paradoxe-là, il faut juste accepter qu'il existe et chez les plus jeunes particulièrement. Et c'est peut-être un trait de jeune, quoi qu'il arrive. On est maladroit et paradoxaux et on passe tous par là parce qu'on se cherche, on se pose des questions, on est comme ça. Donc je pense que moi j'aime bien parler de différencier l'effet d'âge et l'effet de génération. Avoir 20 ans, c'est avoir 20 ans, quoi. Donc je pense qu'on peut finir là-dessus, mais finalement, j'aime dire qu'on est tous jeunes en fait par rapport au sujet, par rapport aux thématiques. C'est plus une question de posture, de découverte, de naïveté, de tout ça. Et du coup, peut-être cultivons aussi accepter cette non-pureté, quoi, ce non-alignement parfois, pour essayer de le réduire individuellement, pour qu'on arrive à cette quête de sens, pour reboucler avec ce que tu disais au départ. Mais accueillons-le, tant mieux, en fait. Bon, allons boire un coup, peut-être. Ouais. Merci, Madouk, à toi. Merci.